Merci beaucoup à chacun d'entre vous. En 2010, en Australie, une jeune femme de 24 ans a été retrouvée morte dans un endroit suspect, dans des circonstances encore plus suspectes. Son cas était presque oublié lorsqu'une autre jeune femme est morte, ramenant la question sur le devant de la scène. Je suis Marcos, soyez tous les bienvenus à Insolito. Et aujourd'hui, une vidéo spéciale pour célébrer la première année de vie de la chaîne et bien sûr les 50 000 abonnés que la chaîne a récemment atteints. J'ai préparé ce contenu spécial ici pour vous. Eh bien, l'affaire d'aujourd'hui est très complète. Elle est assez délicate, polémique et complexe. Elle est plus longue et détaillée que d'habitude sur la chaîne. J'espère que cela vous plaira. Et pour se faire une opinion sur cette affaire, il faut vraiment regarder toute la vidéo, d'accord? Alors installez-vous confortablement et passons aux faits. Phoebe Handjuk est née le 9 mai 1986 à Melbourne, en Australie. Elle était la fille aînée de Len, un psychothérapeute, et de Nellery, une secrétaire, et elle avait 2 frères mais plus jeunes, Tom et Nikolai. Quand elle était petite, Phoebe était le genre d'enfant qui ne s'arrêtait jamais. Elle avait une énergie qui semblait inépuisable et elle était toujours joyeuse. Très sociable, en fait, elle avait beaucoup d'amis et s'entendait bien avec tout le monde. Quand elle était seule, Phoebe ne s'ennuyait pas. Avec un esprit extrêmement créatif, elle s'amusait aussi même seule. Phoebe pratiquait de nombreux sports. Mais elle se distinguait surtout au basketball, jouant dans l'équipe locale et participant à des compétitions dans plusieurs États autour de l'Australie. Au début de son adolescence, ses parents ont divorcé et cela l'a beaucoup affectée, contribuant même à ce qu'elle cherche refuge dans l'alcool et la drogue. Phoebe a toujours été très intense, elle se lançait à fond dans les expériences de la vie. Quand elle allait bien, elle s'amusait beaucoup. Et quand elle était déprimée, elle souffrait énormément. Et quand elle aimait trop. Nellery, sa mère, raconte que les relations amoureuses de Phoebe étaient presque des obsessions. Elle se donnait complètement, tombait amoureuse intensément, et la plupart du temps, elle vivait des montagnes russes d'émotions. Bien que Phoebe ait beaucoup d'amis et s'entende très bien avec ses parents et ses frères et sœurs, en particulier avec Tom. Elle avait vraiment une connexion forte avec sa grand-mère maternelle. Depuis toute petite, sa grand-mère lui disait que tout ce que Phoebe voulait raconter ou confier, elle pouvait compter sur sa grand-mère et que la loyauté entre elles serait toujours préservée. Et c'est ainsi que Phoebe faisait. Tout, absolument tout ce qu'elle vivait et ressentait, c'était à sa grand-mère qu'elle le racontait. Mûre pour son âge, Phoebe a commencé à fréquenter des bars et des boîtes de nuit à 13 ans en utilisant une fausse identité. Grande, à 15 ans, elle dépassait déjà 1,70 m. Alors elle se maquillait et passait inaperçue. Nul ne soupçonnait rien et ceux qui doutaient laissaient faire. L'une de ses amies a dit qu'en plus d'entrer toujours gratuitement dans les boîtes de nuit, Phoebe arrivait généralement aussi à obtenir des boissons et de la drogue gratuitement à l'intérieur. Avec tout ce comportement émancipé, pour ne pas dire audacieux ou même risqué pour quelqu'un d'aussi jeune, Phoebe a commencé à sortir avec des garçons très tôt. Et elle avait une préférence pour les hommes plus âgés. Sa première relation sérieuse a eu lieu à 16 ans avec un professeur de son lycée qui avait 30 ans à l'époque. L'homme est même allé jusqu'à démissionner pour qu'ils puissent être ensemble. Même en sachant qu'il s'agissait d'une relation illégale en termes d'âge, la mère de Phoebe faisait confiance à la relation de sa fille et a fini par permettre aux deux de vivre ensemble. La relation a duré environ 3 ans. À la même époque, elle a été diagnostiquée avec une dépression et a commencé un traitement avec des médicaments et une thérapie. Encore très jeune, Phoebe menait déjà de lourds combats intérieurs contre la dépression et la consommation de drogue. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle n'a pas terminé ses études supérieures et a commencé à travailler comme promotrice dans des boîtes de nuit. Une situation qui n'a en rien contribué à l'état mental dans lequel elle se trouvait. En mai 2009, à l'âge de 23 ans, elle a rencontré Anthony Ampel, âgé de 42 ans, et ils ont commencé à sortir ensemble. Anthony était un organisateur d'événements très influent en Australie.
fils d'un juge récemment retraité de la Cour suprême de Victoria, en Australie, et sa belle-mère, l'actuelle juge de la Cour. Leur relation a commencé comme la plupart des relations, pleines d'amour, de complicité et d'admiration l'un pour l'autre. Sur les réseaux sociaux et aussi dans les magazines, le couple apparaissait toujours en train de poser dans des destinations romantiques. En 3 mois, Phoebe est allée vivre avec Anthony dans son appartement, dans une résidence de luxe à Melbourne, appelée Balance Apartments. Mais la phase de lune de miel n'a pas duré longtemps. Les disputes entre les deux ont vite commencé, et le sourire sur le visage de Phoebe laissait souvent place aux larmes, ce qui l'a amené à augmenter progressivement les séances de thérapie et la dépendance aux médicaments. Dans ses conversations avec des proches, Phoebe disait qu'elle aimait Anthony, mais qu'ils étaient très différents. Elle avait une attitude plus décontractée, tandis qu'il était plus organisé et avait plus de raffinement. Tous ceux qui entouraient Phoebe remarquaient à quel point elle avait changé depuis qu'elle avait rencontré Anthony. Elle ne se détendait plus, elle était toujours sur ses gardes, de peur de dire ou de faire quelque chose qui ne lui plairait pas. Phoebe n'invitait ni sa famille ni ses amis à venir dans l'appartement où elle vivait avec Anthony. Et lors des très rares occasions où son frère ou sa mère sont montés là-haut, ils ont remarqué qu'il n'y avait même pas un seul objet appartenant à Phoebe dans la maison. Toutes les boîtes contenant ces objets personnels, comme des bibelots, des photos et tout le reste, étaient encore entreposées dans un local de stockage au garage de l'immeuble. Dans la maison, il n'y avait tout simplement rien qui reflétait Phoebe. Tout appartenait à Anthony et tout était comme Anthony le voulait. Le plus étrange dans tout ça, c'est qu'à ce qu'on sache, elle lui payait même un loyer. En effet, il y a des témoignages d'employés disant qu'Anthony se référait à Phoebe comme à sa locataire. Et comme si cela ne suffisait pas, le jeune homme intervenait même dans l'apparence de la jeune fille. Au début de leur relation, Phoebe est devenue très proche de Chrissy, la sœur d'Anthony. Pour une raison quelconque, Chrissy a commencé à aider Phoebe à s'habiller et à se préparer. En quelques mois, Phoebe s'est coupé les cheveux très courts et les a teints en noir, exactement comme Chrissy. Des notes dans son journal prouvent la désillusion. Je ne sais pas ce qu'il a vu en moi, je ne sais pas ce qu'un homme comme lui a vu en moi. Je ne peux pas parler, je ne peux pas avoir d'opinion, tout ce que je dis est faux, je vais arrêter de parler, je ne peux pas non plus écouter. Car tout ce que j'entends n'est pas pour moi. Maintenant, tout est silence. Je ne sais donc pas ce qu'il a vu en moi, je ne sais pas ce qu'il voit encore, puisque je ne suis même plus moi-même. Il est temps de mettre fin à ce qui est déjà terminé. Maintenant, il ne reste plus que l'illusion. En 1 an et demi de relation, le couple s'était déjà séparé et remis ensemble 4 fois. Et la 5e fois était sur le point d'arriver. À la fin du mois de novembre, Phoebe est partie chez sa grand-mère. Et là, dans un moment de lucidité, elle a ouvert son cœur sur tout ce qui se passait. Les problèmes dans la relation et la consommation de drogue. Elle avait beaucoup de projets et de rêves, et malgré l'amour qui subsistait encore, elle savait qu'avec Anthony, elle ne réaliserait jamais aucun de ses désirs. Sa grand-mère lui a conseillé de faire ce que son cœur désirait, c'est-à-dire de mettre fin à la relation de manière mature et en personne. Elle a également conseillé sa petite fille en disant que beaucoup des problèmes qu'elle avait dans la vie venaient du fait de ne pas terminer les choses complètement et de laisser de nombreuses lacunes ouvertes et mal résolues avec plusieurs personnes. Et que cette fois, il était temps de mûrir et de mettre fin à la relation en personne. Phoebe est donc retournée à Melbourne le 29 novembre, avec l'intention de mettre un terme à sa relation avec Anthony. Mais elle était loin de se douter qu'il avait acheté une bague et prévoyait de la demander en mariage prochainement. Le 1er décembre 2010, un mercredi à 10h30 du matin, le père, la mère, les frères et sœurs, les grands-parents et quelques amis de Phoebe ont reçu un étrange message sur leur téléphone portable qui disait « Salut à la famille, je suis au lit, prêt à dormir. Et quand je me réveillerai, je serai devenu l'être humain le plus incroyable que vous ayez jamais vu. » Mais non, en fait, j'irai à l'hôpital où je serai en sécurité et protégé. J'ai entendu dire que le menu de ce soir sera une soupe de tomates, délicieuse et nutritive. Maintenant, je dois y aller. Je vous aime tous. Mais pas assez pour envoyer un message différent à chacun d'entre vous.
Désolé, mais heureusement, je dois dormir. Après tout, toi, la vie est un rêve. Bisous et câlins. Le message était vraiment étrange, surtout venant de quelqu'un dont il savait qu'il souffrait de dépression et d'anxiété. Et pour cette raison, tout le monde était très inquiet et a commencé à s'appeler les uns les autres, essayant de comprendre ce qui se passait. La mère de Phoebe était en voyage au moment où elle a reçu le message. Elle était dans un avion, donc elle n'a pu voir le message que plus tard. Cependant, tout le reste de la famille appelait déjà insistance sur le portable de Phoebe, mais elle ne répondait pas. Sa grand-mère a été la première à prendre l'initiative d'appeler Anthony. Quand elle a demandé ce qui se passait, s'il y avait quelque chose d'anormal avec sa petite fille, Anthony a dit qu'il n'avait rien remarqué d'inhabituel chez Phoebe. Il a dit qu'il était parti travailler tôt et qu'il avait vu Phoebe dormir à côté de son chien Yoshi, en train de se remettre d'une déprime suivie d'une beuverie la nuit précédente. Toute la famille savait que Phoebe avait ses hauts et ses bas, et d'après ce qu'Anthony décrivait, la nuit précédente avait été l'un de ses bas. Mais pour ne pas inquiéter la grand-mère, Anthony a dit qu'il rentrerait à la maison pour jeter un œil et voir si tout allait bien avec elle. On ne sait pas s'il y était vraiment allé ou non. Ce que l'on sait, c'est que le lendemain, un jeudi, le 2 décembre, Anthony et Phoebe avaient un dîner prévu avec son père dans un restaurant thaïlandais qui était leur préféré. Le père a même rassuré la famille en disant qu'il serait bientôt avec eux et qu'il regarderait attentivement pour voir quelle était la situation réelle. Lynn était psychiatre et savait reconnaître quand sa fille faisait une rechute dans la drogue ou traversait une crise de dépression. Alors dès qu'il a quitté le travail, Lynn a appelé sa fille pour lui dire qu'il était déjà en route pour le restaurant, mais elle n'a pas répondu à l'appel qui est tombé sur la messagerie vocale. Lynn a pensé qu'elle pouvait être sous la douche et n'a pas laissé de message, prévoyant de rappeler dans quelques minutes. Moins d'une minute après l'appel, le téléphone de Lynn sonne, mais ce n'était pas Phoebe, c'était Anthony. Quand Lynn a décroché et qu'Anthony a dit que c'était lui, Lynn a tout de suite dit « Salut, alors j'ai appelé Phoebe à l'instant, juste pour dire que je suis déjà en route. On se voit là-bas. » Sauf qu'Anthony répond « Alors ?» Mais je viens d'arriver à la maison et elle n'est pas là. Lynn était confus. Et maintenant, où peut-elle bien être? Anthony dit alors qu'elle devait sûrement être dans les environs, car elle était au courant du dîner. Et puis, son sac avec les clés de la voiture était là, dans l'appartement. Même si Anthony semblait ne pas s'inquiéter, Lynn n'était pas rassurée par cette situation. Il a ressenti une sensation étrange. Face au message de la veille et à tout l'historique de sa fille, il a paniqué et a commencé à appeler toute la famille. Il demandait si quelqu'un avait parlé avec elle pendant la journée ou avait eu le moindre contact avec elle. Mais la réponse de chacun n'était pas ce que Lynn s'attendait à entendre. Personne n'avait vu ou parlé avec Phoebe. 20 minutes plus tard, Lynn a reçu un nouvel appel d'Anthony disant que Phoebe avait été retrouvée mais malheureusement morte. Lynn a pris la nouvelle comme un choc. À ce moment-là, il était désorienté, étourdi, complètement bouleversé. Réfléchis bien, il était en route vers un restaurant pour retrouver sa fille. Et le pire, c'était son anniversaire. Rien ne pourrait être pire pour un père, n'est-ce pas? Mais Lynn a dû se ressaisir rapidement, au moins essayer de passer en mode automatique, car c'était à lui qu'incombait la responsabilité d'appeler le reste de la famille. Tout le monde a été surpris, bien sûr, non? À moins que quelqu'un ne soit en phase terminale d'une maladie, personne ne s'attend à recevoir un appel comme celui-là. Mais Lynn et Nellery ont été particulièrement surpris par la nouvelle concernant la façon dont leur fille a été retrouvée. Ce qui a rendu la situation encore plus douloureuse et difficile à accepter. Phoebe a été retrouvée effondrée dans le local à ordures par la gardienne de l'immeuble. À 19h04, la clé électronique de la gardienne enregistre le moment où elle accède au sous-sol où se trouvait la zone de service. Quelqu'un avait renversé un pot de fleurs dans le hall et elle a dû descendre au local à ordures pour chercher un balai. En essayant d'ouvrir la porte de la petite pièce où se trouvaient les produits de nettoyage ainsi que la machine compacteuse à ordures, elle s'est rendue compte que la porte ne s'ouvrait pas. Un objet bloquait la porte de l'intérieur. Quand la gardienne a forcé la porte, elle a commencé à s'ouvrir. C'est alors qu'elle a vu, sur le sol, un pied couvert de sang. Effrayée,
Elle a lâché la porte et a regardé par une fenêtre de ce débarras, et elle a vu le corps de Phoebe étendu dans une énorme flaque de sang. Sans toucher Phoebe pour voir si elle était encore en vie, la celleuse a immédiatement appelé la police. Et en arrivant sur les lieux, les policiers ont déterminé que la jeune femme était tombée dans la goulotte à ordures du 12e étage et avait atterri dans la compacteuse. En tombant, sa cheville a atterri directement sur la lame de pression, étant gravement coupée et ne tenant au corps que par un tendon, ce qui a provoqué une hémorragie mortelle chez Phoebe. Au début, la police dit aux parents de Phoebe que sa mort était un suicide ou une sorte d'accident qu'elle aurait causé elle-même. Mais les parents de la jeune femme ne comprenaient pas bien cette explication. Quelque chose ne collait pas. Comment une personne peut-elle choisir une benne à ordures pour se suicider ? Un détail qui corrobore l'absence de logique dans l'explication initiale de la police, c'est que ces bennes à ordures sont bien trop petites. La forme et le type d'ouverture sont justement conçus pour rendre un accident aussi difficile que possible. De plus, un système se referme automatiquement pour empêcher, par exemple, un enfant d'y entrer en jouant ou par curiosité et de tomber. Sans compter que le tunnel entre la poubelle de chaque étage et la compacteuse est extrêmement étroit. Autrement dit, qui choisirait une mort aussi douloureuse ? Cela n'avait aucun sens pour la famille de Phoebe. Lorsque l'autopsie a été terminée, le résultat n'a fait qu'apporter encore plus de doutes. Le rapport, qui faisait 83 pages, indiquait que Phoebe avait 0,16% d'alcool dans le sang, ce qui représente le triple de la limite autorisée en Australie si elle avait conduit, par exemple. Et des traces de Stilnox, un médicament qui contient dans sa formule une substance appelée zolpidem. Le zolpidem est un médicament prescrit pour le traitement de l'insomnie, c'est-à-dire pour les personnes qui ont des difficultés à s'endormir ou à rester endormies, car il agit sur les centres du sommeil situés dans le cerveau. Le médicament commence à agir dans les 30 minutes suivant la prise du comprimé. Et il réduit le nombre de réveils nocturnes, augmente la durée totale du sommeil et en améliore la qualité. Et les gars, faites bien attention. Rappelez-vous que j'ai dit au début qu'il y aurait plein de détails, alors soyez attentifs. Ce médicament doit être administré avec prudence chez les patients présentant des symptômes de dépression ou ayant des tendances suicidaires. Un grand danger est également l'interaction avec l'alcool. L'alcool et le zolpidem sont tous deux des substances qui ralentissent le système du corps. Le zolpidem fait immédiatement ce que l'alcool fait sur une période prolongée. Ensemble, ils ralentissent davantage le système respiratoire et peuvent sédater l'utilisateur longtemps. Sur le plan psychiatrique, la combinaison peut être encore plus dangereuse. Il existe des rapports de personnes ayant pris du zolpidem, se sont endormies et soudainement se sont levées et sont allées conduire en dormant. Les hallucinations sont également des effets psychologiques de ce mélange. Certains utilisateurs deviennent violents, agissent de manière étrange et accomplissent des tâches sans savoir ce qu'ils font. Et ils ne gardent aucun souvenir des incidents. Le résultat, bien souvent, ce sont des comportements embarrassants et même des accidents. Et c'est justement cette combinaison, ajoutée au récit de la psychologue de FIB et aux informations sur les médicaments qu'elle prenait pour traiter la dépression, qui ont déterminé que sa mort aurait pu être à la fois un homicide, un suicide ou même un accident. À Victoria, en Australie, c'est un professionnel appelé le coroner qui détermine la cause et la manière du décès. Ce type-là correspond à notre médecin légiste. Et tout comme aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans certains autres pays, le médecin légiste n'a pas besoin d'avoir un diplôme de médecine. Dans le cas de l'Australie, il lui suffit d'avoir un diplôme de licence dans n'importe quel domaine et de suivre une formation spécifique. Selon ce que décide le coroner, il peut envoyer le corps à un médecin légiste, un examinateur médico-légal ou un pathologiste médico-légal. Ou comme la plupart du temps, à aucun d'entre eux, et c'est lui-même, puisqu'il est considéré comme la plus haute autorité devant la couronne, qui décide et signe la cause et la manière du décès. Et dans la structure politique australienne, les coronaires sont nommés à ce poste par le juge ou la juge de la Cour d'État, poste occupé par la belle-mère d'Anthony.
Et il répond à la Cour suprême de justice qui était auparavant occupée par George Hemphill, le père d'Anthony. Le terme utilisé pour la procédure standard, qui détermine la cause et la manière du décès, est connu sous le nom d'enquête coronarienne, qui est différente d'une autopsie. Dans la procédure australienne, le coroner examine le corps de la victime, effectuant presque toutes les étapes d'une autopsie. Il s'entretient avec les témoins et les personnes impliquées, ainsi qu'avec les responsables médicaux et psychiatriques de cette victime. Et enfin, il analyse les circonstances rapportées lors des premières heures de l'enquête policière. Maintenant, dans le cas de Phoebe, quelle enquête policière? Il n'y a pas eu d'enquête policière. Eh bien oui, c'est ça, il n'y en a pas eu. Et avant d'expliquer ce que la police a fait sur les lieux, je vais finir de souligner quelques points du rapport d'autopsie. Je préviens, inutile de commenter ou critiquer ceux qui parlent mal de la police. Je fais seulement un compte-rendu des faits. Avant de laisser l'émotion prendre le dessus, réfléchis. Analyse pour voir si ça vaut vraiment le coup. D'après les blessures de Phoebe, le médecin légiste a déterminé qu'elle était tombée sur ses pieds et non sur la tête. Elle avait de graves écorchures sur le côté extérieur des épaules, des coudes et des mains, principalement sur le côté extérieur et non sur les paumes. Ce qui indiquait qu'elle était tombée les bras le long du corps. Un test réalisé avec un poids équivalent à celui de Phoebe a montré que la chute aurait duré de 3 à 4 secondes. Lors de la chute, elle s'est fracturé le fémur et quelques autres os de la partie inférieure du corps. Cependant, aucun organe interne n'a été endommagé. Le sergent Butterworth a rapporté qu'en entrant dans la benne à ordures, Phoebe était étendue dans une mare de sang derrière la porte, ce qui indique qu'elle essayait de sortir. Après être tombée dans la conduite, ce qui selon le rapport aurait duré de 3 à 4 secondes, Phoebe est tombée directement dans la compacteur, qui était éteint. Sa cheville a heurté directement la lame en acier, lui coupant le pied. Pourtant, Phoebe aurait réussi à sortir de la benne à ordures Samba et tenter de ramper vers la porte. Lorsqu'elle a été retrouvée, son jean était baissé jusqu'en dessous des genoux et il n'y avait aucun signe d'abus sexuel. Dès son arrivée sur les lieux, le sergent a trouvé Anthony dans le hall et l'a accompagné jusqu'à son appartement pour récupérer quelques documents de Phoebe. Le sergent a alors remarqué du verre brisé sur le sol et l'une des photos qu'il a prises montre un sac de nourriture à emporter sur le comptoir. Et oh mes chers amis, souvenez-vous de cela. Il a posé quelques questions à Anthony et est parti. Il n'était pas nécessaire d'ouvrir une enquête car le sergent a vu cela comme un suicide. Ainsi, aucune empreinte digitale n'a été relevée sur la porte de l'appartement et aucun appareil électronique qui aurait pu être utile à l'enquête, comme les téléphones portables ou les ordinateurs, n'a été saisi, par exemple. Les images des caméras de la copropriété des dernières 24 heures n'ont pas non plus été collectées. Seule une courte séquence du système de sécurité montrait des résidents de l'immeuble, y compris Phoebe, quittant la copropriété à cause d'une alarme incendie déclenchée par erreur. À part cela, rien. Pas même de témoignage, absolument rien. Le plus absurde, c'est absolument aucun déchet de la poubelle n'a été collecté. La seule chose que le policier a faite, c'est de relever les empreintes digitales sur le tiroir à déchets du 12e étage et sur les murs. Le résultat, aucune empreinte digitale. Mais alors, comment Phoebe aurait-elle pu ouvrir la porte qui se trouvait à 1 mètre du sol et s'y glisser sans la toucher? Comment se fait-il que la poignée d'une poubelle d'un immeuble ne porte aucune empreinte digitale? Cela indique au minimum qu'elle a été complètement nettoyée avant le test, tu ne crois pas? Il n'y avait pas de caméra dans les couloirs des appartements et il était impossible de prouver que quelqu'un avait jeté Phoebe dans la benne à ordures. Impossible de prouver qu'elle s'est jetée toute seule. Pour la copropriété et pour la police, les informations recueillies en 1 heure semblaient suffisantes. Après tout, ce qui s'était passé était déjà une très mauvaise nouvelle pour les résidents et pour la réputation de l'endroit. Mais un suicide causerait moins de stress que la possibilité qu'un tueur de masse ait eu accès à l'immeuble ou soit même un de ses résidents. Maintenant, pour les parents de Phoebe et surtout pour son grand-père, ce n'était pas une option. Le grand-père de Phoebe était un ancien détective de la police locale et il n'arrivait tout simplement pas à se reposer en voyant la façon dont tout était mené. Informé de la mort de sa petite-fille,
et des circonstances, il s'est rendu à l'immeuble, voir par lui-même de quel genre de benne à ordures il parlait. Il a pris plusieurs photos, a fait une vidéo des lieux et a pris des mesures de tout. Tout! De la porte, de la benne à ordures, de l'espace qu'il y avait dedans, des murs, de tout. Et il a conclu que le plus grand espace possible que la porte du tiroir de la benne à ordures pouvait ouvrir mesurait 37 par 22 cm. Cela si quelqu'un tenait la porte ouverte de l'extérieur, car le ressort du rabat était extrêmement fort. Le grand-père de Phoebe était complètement convaincu qu'il aurait été absolument impossible pour sa petite fille d'avoir pu faire cela toute seule. Alors, dans le but de prouver devant la justice que sa petite fille ne s'était pas jetée, il a fait construire une réplique du couloir et de la benne à ordures, fabriquée exactement avec les mêmes matériaux que ceux d'origine de l'immeuble. Murs en plaques de plâtre avec du béton, benne à ordures de la même marque, de la même taille et du même modèle, installés à la même hauteur. Une amie de Phoebe a aidé au test, ayant presque les mêmes mensurations qu'elle, en taille et en poids. Lors des tests, filmés et diffusés à la télévision par l'émission 60 minutes en Australie. L'amie tente de passer seule par la poubelle. Le grand-père de Phoebe lui demande d'essayer de toutes les manières possibles, et même ainsi, elle ne parvient à passer que lorsqu'il l'aide en tenant la trappe ouverte. Maintenant, réfléchis. Si cela avait déjà été si difficile pour cette fille, qui était normale, sobre, d'y entrer. Pratiquement impossible, puisqu'elle n'a réussi que lorsque le grand-père de Phoebe a tenu la petite porte pour qu'elle puisse passer. Maintenant, imagine pour Phoebe qui avait de l'alcool dans le sang et toutes ces drogues-là qui provoquent tout ce que j'ai mentionné. Il est important de rappeler que, selon l'analyse du médecin légiste, les éraflures indiquaient qu'elle serait tombée les bras dirigés vers le bas. Mais la seule façon possible serait avec les bras vers le haut. D'autant plus qu'elle est tombée les pieds en premier, pas la tête. Anthony n'a parlé à Nelary, la mère de Phoebe, qu'une seule fois après l'incident, et il n'a jamais accepté de lui reparler. La seule conversation qu'il a eue a été avec le coroner le lendemain de l'incident et en présence de ses avocats, où il a donné sa version des faits. Anthony a dit que, lorsqu'ils ont commencé à sortir ensemble, Phoebe n'avait aucune idée de ses problèmes avec l'alcool et la drogue. Il a également rapporté qu'au début de leur relation, elle se contrôlait bien. Mais avec le temps, elle s'est sentie plus à l'aise avec lui et avec ses amis. Et elle a commencé à boire davantage. Et il a ajouté qu'Anthony a raconté que la première fois que Phoebe a dépassé les limites, c'était lors d'une fête d'anniversaire, où elle a bu et s'est complètement déshabillée pendant la fête. Il l'a portée jusqu'à la voiture et elle lui a donné une gifle en chemin. Selon le jeune homme, le lendemain, elle s'est excusée 1000 fois et c'est là qu'elle a eu sa première grande crise de dépression. Elle s'insultait, disait qu'elle était un désastre. Et il finissait même par avoir pitié d'elle, lui acheter des fleurs, la réconforter et finissait par lui pardonner. Et elle allait bien pendant 2 ou 3 semaines, puis voilà, elle recommençait. Anthony regrettait toujours de ne jamais savoir quel type de Phoebe il retrouverait après le travail. Anthony évoque aussi d'autres épisodes sur les crises et l'instabilité émotionnelle de sa petite amie, qui, selon lui, voyait des problèmes dans la thérapie, au travail, à la salle de sport, et dans sa routine. En résumé, mes amis, comme vu, selon le jeune homme, toute cette instabilité a fini par fragiliser leur relation. Au point qu'elle disait qu'Anthony ne lui permettait pas d'être elle-même alors qu'il essayait justement de l'aider. Tout cela, selon Anthony, d'accord. Le 29 novembre, lorsque Phoebe est revenue de chez sa grand-mère, ils avaient un dîner chez un couple d'amis d'Anthony. Elle était étrange depuis le moment où il est passé chez elle pour la chercher. En arrivant à la fête, elle a commencé à boire et a dit à la femme de l'ami, Jessica, que ce soir-là, elle allait rompre avec Anthony, parce qu'ils n'étaient pas du tout pareils. Au moment de s'asseoir, elle a rempli son verre de cognac, qu'il jugeait inadapté au repas, puis a voulu porter un toast à la fin de leur relation. Il a trouvé cela d'un goût extrêmement mauvais. Et il est donc monté dans la voiture et a laissé Phoebe seule dans la maison de leurs amis. Elle a alors appelé un taxi et est allée dans leur appartement, où elle est arrivée ivre et est allée directement se coucher. Le 30, elle a dormi toute la journée et Anthony a dit qu'ils ne se sont pas parlé. Le 1er décembre, en partant travailler et en voyant l'iPhone qu'il lui avait offert cassé sur la table,
Anthony l'a emportée avec lui pour faire réparer l'écran. Il a même écrit un mot pour elle qui disait « J'ai atteint ma limite, je t'ai aidé comme j'ai pu et après tout ça, j'ai encore été humilié. J'emporte le cadeau que je t'ai offert pour le réparer. Après tout, je suis monsieur répare-tout, non? Et tu en as marre de me voir essayer de te réparer. » Ce jour-là, ils ne se sont plus parlé non plus. Et le lendemain, quand Anthony est parti travailler, Phoebe dormait. Dans des interviews, des connaissances de Phoebe ont confirmé sa dépendance à la drogue et ses problèmes constants dans ses relations. Sa famille n'a jamais nié ces faits non plus. Phoebe faisait effectivement face à de nombreuses difficultés, surtout dans les jours qui ont précédé sa mort. Mais malgré tout, il y avait des choses qui ne collaient pas, comme par exemple lorsque la police est montée à l'appartement d'Anthony la nuit des faits. Ils ont demandé à voir l'ordinateur et ont remarqué du sang sur la souris. Malgré cela, ils n'ont pas envoyé l'ordinateur pour une analyse médico-légale et n'ont pas non plus prélevé d'échantillons de sang, dont on ne sait toujours pas aujourd'hui s'il appartenait à Phoebe ou non. La poignée de la porte avait aussi du sang, mais elle n'a pas non plus été testée. Dans la poche de son jean, il y avait un petit bout de papier avec un numéro de téléphone qui n'a jamais été mentionné dans les rapports. Ce petit bout de papier n'a été trouvé par la famille de Phoebe que lorsque les vêtements leur ont été rendus. Ils ont appelé, mais le numéro correspondait à un téléphone inexistant. Un dîner était prévu ce jour-là avec le père de Phoebe pour célébrer son anniversaire. Alors, pourquoi Anthony a-t-il commandé de la nourriture à l'appartement ? Vous vous souvenez de ça? Eh bien, pour essayer de regarder des deux côtés et ne pas être injuste, étant donné les circonstances complexes de l'affaire, imaginez la frustration du gars. La femme multipliait les gaffes, ne progressait pas et ne tenait jamais parole, même pour l'anniversaire de son père. Il se peut que cela, en supposant, soit passé par la tête de l'homme quand il a commandé la nourriture. Elle n'était pas dans l'appartement, tu te souviens? Maintenant, le fait qu'il n'y ait même pas une empreinte digitale sur la poubelle, ni sur les murs autour, c'est ça le plus intriguant. Pour cette raison, la famille de la jeune femme a déposé une demande de révision de l'affaire, affirmant qu'il y a eu négligence de la part de la police qui n'a pas suivi les protocoles d'enquête. Mais la demande a été rejetée. Ils ont alors déposé une pétition pour qu'un autre professionnel examine l'enquête du coroner. Et ce professionnel a déclaré que le résultat, en raison du manque d'informations, était non concluant. Ainsi, l'affaire a été pratiquement oubliée par la presse et par le public. Jusqu'à ce qu'en juin 2018, quelque chose de très, disons, étrange se produise. Un mannequin de 25 ans résidant à Melbourne, nommé Bailey Schneider, a été retrouvée morte dans la cuisine de sa maison avec une corde autour du cou. La police a été appelée et après avoir confirmé sa mort, le coroner Dr. White, le même que dans l'affaire de Phoebe, a été envoyé sur la scène du crime, qu'il a examiné et a déterminé que la cause de la mort était un suicide. Même s'il n'a pas pu expliquer où la corde avait été accrochée, les parents de la jeune femme ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils voulaient seulement une preuve confirmant le suicide. Les coïncidences ne se sont pas arrêtées là. La jeune femme avait des problèmes d'alcool, consommait drogue et prenait des antidépresseurs. En plus d'être mannequin, elle était aussi assistante dans un cabinet médical. Et le soir de sa mort, elle avait mis fin à sa relation de 6 mois avec un homme d'affaires du secteur de l'événementiel, Anthony Hemphill. Un an après la mort de Bailey, ses parents ont réussi à convaincre la division des homicides d'accepter de réexaminer l'affaire et la mort de Bailey, qui fait maintenant l'objet d'une enquête. Et à propos de la mort mystérieuse de Phoebe Hans-Junk, il y a quelque chose d'étrange qui rend l'affaire encore plus piquante. La sœur d'Anthony, Chrissy, qui était devenue très amie avec Phoebe et qui lui prêtait même des vêtements, la conseillait et lui fournissait de la drogue, a été arrêtée en 2014 pour trafic de drogue. Une énorme enquête a arrêté plusieurs trafiquants, y compris elle, qui a payé une caution et n'a même pas été incarcérée. En 2016, après la publication d'une résolution sur la révision de l'analyse du coroner Dr. White, Chrissy a publié sur Facebook. C'était une photo de Phoebe avec la légende. « Tu étais une fleur fragile que personne n'a jamais arrosée. Toi et ta famille avez fini par être négligés par la justice,
qui a échoué à vous représenter pour une raison quelconque. Chrissy a supprimé la publication quelques heures plus tard. Comme je l'ai dit, tout cela est complexe et controversé, non? Et toi, qu'en penses-tu? Tu crois que Phoebe a fait ça toute seule ou qu'elle a eu l'aide de quelqu'un? Et Bailey? Dans la cuisine de ses parents, où elle a été retrouvée, il n'y avait aucun endroit pour attacher la corde. La police, à l'époque également, n'a pas non plus récupéré son téléphone portable, ni la corde elle-même pour l'analyse médico-légale. Tout cela est très étrange, n'est-ce pas? Richard Baker et Michael Bachelard, deux journalistes d'investigation, se sont beaucoup intéressés à cette affaire et, en 2016, ils ont enregistré un podcast. Juste pour discuter de la mort de Phoebe Hands-Jack. L'émission s'appelle Phoebe's Fall. La famille de Phoebe a aussi lancé un site web pour l'affaire. Attendez, pour ceux qui veulent jeter un coup d'œil, l'adresse est celle qui s'affiche à l'écran. Affaire vraiment lourde, n'est-ce pas? Arrêtez la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser votre like, un commentaire et si possible, partagez cette vidéo avec vos amis. Je vous demande aussi de considérer soutenir la chaîne en devenant membre, car c'est essentiel pour le maintien de ces vidéos ici, d'accord? Comme nous le savons, la plateforme n'est généralement pas très amicale avec ceux qui produisent du true crime. Merci beaucoup, encore une fois, pour la présence de chacun d'entre vous ici avec moi. Dans ce parcours vers 50 000 abonnés, en route vers les 100 000. Je vais m'arrêter ici. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.